Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Aymeric Pénicaud. Bonjour Aymeric. Bonjour. Alors, tu vas nous parler bien évidemment de tout ce que tu fais. Tu as une activité spécialisée notamment sur le courtage en crédit. Tu fais aussi de l'immobilier avec un réseau aussi d'agences et tu es membre aussi d'une fédération pour essayer de développer notamment la compréhension de ces sujets. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour nos auditeurs ? Écoutez, je suis Aymeric Pénicaud, donc j'ai 45 ans et je suis originaire de Limoges. Et puis j'ai créé mon cabinet de courtage en 2003, Ashler & Manson, à Bordeaux. J'avais 23 ans, donc j'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai une présentation qui est assez rapide parce que j'ai qu'une seule ligne sur mon CV, c'est président de la société Ashler & Manson. Mais derrière, il y a un détail très riche puisque aujourd'hui, maintenant, c'est plus de 150 personnes réparties sur 45 agences en France, avec plusieurs activités, un peu d'activités digitales, mais surtout du crédit, de l'immobilier, de la gestion patrimoine. Voilà, donc c'est un nouvel interlocuteur qui s'est installé durablement dans la vie des particuliers qui veulent investir en général. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce secteur ? Alors moi j'ai fait des études de droit et puis quand j'ai fini ces études de droit, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats et puis je me suis dit mais c'est absolument pas ce qu'il faut que je fasse. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et donc j'ai discuté avec mes parents, avec mon père et puis j'ai dit écoute moi je veux créer une boîte parce que je veux pas tomber sur un mec plus fou que moi. Donc j'ai eu cette opportunité de créer cette entreprise. J'avais le tissu familial qui était d'accord. Et puis mon père m'a dit, par contre, à une seule condition, pas de stock. Voilà. D'accord. Donc on a trouvé cette entreprise, cette idée sur des différents salons, puisque le métier de courtage en crédit, c'était assez nouveau. C'est du service aux particuliers. C'était intéressant pour moi parce que c'était un peu la continuité aussi de mes études puisqu'il y avait du conseil à donner auprès des gens sur des aspects fiscaux, des aspects patrimoniaux. Donc ça cochait pas mal de cases et c'est vrai que je me suis éclaté je m'éclate déjà depuis 22 ans mais j'ai tout de suite eu envie d'aller plus loin dans ce service aux particuliers. Est-ce que tu peux nous présenter les spécificités de ton entreprise ? J'imagine que sur notamment le courtage, il y a quand même aussi beaucoup d'acteurs. Quels sont les éléments, les points forts ? Alors les points forts, je dirais que je vais plutôt parler de notre ADN, comme ça, oui. Ça évite de faire une comparaison qui peut être parfois maladroite. L'entreprise déjà n'est pas détenue par un fonds d'investissement, mais je la détiens en grande majorité. Donc c'est plutôt une entreprise familiale. Et ça compte parce qu'on est maintenant dans les gros courtiers français, mais on est indépendant. Moi, j'ai toujours pensé que si nous étions capables de distribuer du crédit immobilier, et je le faisais à 23 ans, si on était capable de distribuer du crédit immobilier, alors on pouvait commencer à écrire une autre relation avec ces gens, avec qui on avait créé cette confiance, et on pouvait les aider dans la constitution de leur patrimoine. Donc c'est vraiment ce qui m'a amené très, très tôt à diversifier l'activité, à l'amener un peu plus sur le patrimonial, et m'installer un peu plus dans la durée avec les gens, de ne pas être dans le one-shot comme on est dans les métiers de la transaction immobilière ou du courtage en crédit classique. Donc je dirais que c'est une des spécificités de ma société, c'est que depuis le début, je me suis inscrit dans une notion de vision moyen-long terme avec les clients.
Alors, bien évidemment, tu t'en doutes, je me suis renseigné aussi sur tout ça, j'ai regardé aussi tes activités. Est-ce qu'on considère que ta société, c'est une fintech? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer comment une société intègre un petit peu cette typologie d'entreprise? Alors moi, pour un trait d'humour, je disais, je ne suis pas une start-up, je suis une hold-up. Et c'est parfait pour travailler avec les banques. Mais blague à part, on a un aspect fintech parce que on a décidé de développer des outils comme un site d'annonce immobilière gratuit. On a une intelligence artificielle de scoring crédit. Dès le départ, on utilise depuis le début un outil métier qui s'appelle Global Courtage, qui n'est pas un outil propre, hein, qui a été fondé par un ami, qui permet d'enrôler le client, de lui donner des clouds pour le dépôt de dossier. Il y a des liens de télétransmission avec les banques de plus en plus. Donc, on a nos propres outils qui font penser qu'on est une fintech, et on utilise des outils modernes comme si on était, dont on n'est pas forcément propriétaire. Mais on a vraiment voulu tourner ça, le digital, comme un moyen d'améliorer le parcours client. Voilà. Et on a un outil Lendy qui est en train de se lancer, qui va considérablement modifier la façon dont les gens vont pouvoir faire leur dossier de crédit chez nous, puisqu'avec un simple smartphone, ils auront la possibilité de monter entièrement leur dossier de prêt. Et j'ai vu aussi que ta société aussi était cotée en bourse. Tout à fait. Alors ça, c'est quand même... je suis très curieux aussi par rapport à ça. Comment ça s'est passé pour faire cette introduction? Donc déjà, il faut savoir que moi, c'est pas un sujet, la bourse, qui me fait peur. C'était quelque chose qui me plaisait. Donc, il faut pas y aller si ça vous plaît pas. Ensuite de ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un système où on m'a présenté l'introduction en bourse. Elle s'est faite sur, à l'époque, le marché libre d'Euronext, qui est maintenant Euronext Access, qui est le marché qui a le moins de formalités. Donc, c'était assez simple d'y rentrer, c'est assez simple d'y rester. Il y a une obligation de transparence avec une publication de compte, commissaire aux comptes. Mais pour moi, ça a été assez simple d'y aller. Donc ça, c'est le premier préalable. Mais pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'en 2015, il n'y avait aucune valorisation des groupes de courtage. Et j'en avais marre qu'on me dise, vos boîtes de courtage, ça vaut rien, vous faites que du one-shot. Et ça venait des mêmes personnes qui, 2 ans après ou 3 ans après, mettaient des fortunes pour acheter mes confrères. Donc ça a permis de donner un point de valorisation à une entreprise de courtage, et ça s'est révélé un outil formidable après de gestion des ressources humaines, parce qu'on a eu énormément de collaborateurs, de mandataires, de partenaires qui ont dit mais moi je crois, je suis un acteur de cette société en bas, donc j'ai envie d'acheter un petit bout, je crois dans cette société, j'ai envie d'acheter un petit bout de cette société en haut. Et évidemment, avec un ordre de bourse, c'est beaucoup plus simple que de faire tout un tas de papiers pour faire des cessions de titres, etc. Il y a une valorisation qui est régulière. Donc, on trouve aujourd'hui que c'est un outil qui est intéressant parce que ça entraîne une dynamique. Évidemment, les années 2023 et début 2024 n'ont pas été bonnes pour l'entreprise, mais également pour le cours de bourse. Mais depuis quelques jours, ça remonte un petit peu puisque l'entreprise a sorti des bons résultats sur 2024. Donc, et on a des perspectives sur 2025 qui sont aussi très, très, très satisfaisantes pour l'instant. Concernant la partie immobilière, moi j'aimerais savoir, donc il y avait le cabinet de courtage. Comment ça s'est fait après la passerelle pour se dire on va aussi monter un réseau d'agences immobilières? Est-ce que c'était une évidence ou c'est peut-être une rencontre, une opportunité qui a fait que c'était déjà que tu as pu finaliser tout ça? Il y a plusieurs, je dirais c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Il faut savoir que déjà à Bordeaux, puisque c'est mon berceau, le berceau d'Ashley & Manson, nous avons 2 gros groupes immobiliers qui ont chacun leur propre réseau de courtage en interne. Donc on s'était dit, pourquoi est-ce qu'un réseau de courtage n'aurait pas son propre réseau immobilier en interne? D'accord. Deuxième chose, on a adressé au départ dans l'histoire de Manson Properties, on voulait adresser plutôt l'immobilier de luxe, puis ça s'est révélé être un peu pour du studio au château, si je puis dire. Et enfin, c'est vrai qu'il y a un Rubicon, si tu veux, quand tu commences à monter
une entreprise d'agence immobilière avec des partenaires qui sont d'autres agents immobiliers, il y en a certains qui ont pris la mouche. Et d'autres qui ont vu le moyen de renforcer le partenariat, puisqu'on est très ouvert sur les mandats, et nous, l'objectif c'est le business et la satisfaction du client. Donc derrière, ça se révèle aujourd'hui comme une véritable terre d'opportunités pour renforcer nos partenariats avec les agents immobiliers qui sont partenaires de l'entreprise de courtage. Voilà, et puis ça fait des belles histoires parce qu'on va avoir un courtier qui va avoir un client qui le consulte pour un pré-relais, donc il va orienter vers ses collègues pour une estimation qui peut déboucher sur un mandat. Ce mandat, il va y avoir tout un tas de visites qui vont déboucher ensuite sur des dossiers de courtage. Donc il y a vraiment des synergies et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire l'impasse. Il faut aller de plus en plus loin sur l'imbrication de ces deux métiers tout en restant bien sur deux métiers spécifiques. Donc tu dirais que finalement le courtier, il a un rôle un peu d'entremetteur aussi, il est au centre un peu de pas mal de choses. C'est pour ça aussi qu'une agence immobilière peut avoir un intérêt à être affiliée de près ou de loin à ce genre de professionnel. Alors exactement, déjà le courtier, je dirais, c'est une anomalie. Il ne devrait pas exister. C'est-à-dire que si tout le monde faisait son travail, que ce soit la banque, le notaire, l'agent immobilier, peut-être que les sociétés de courtage n'auraient pas pris l'essor qu'elles ont pris. Mais la nature ayant horreur du vide, eh bien le courtier est venu le combler en disant, en prenant cette baguette de chef d'orchestre, d'architecte un petit peu du projet immobilier, puisque on est là en amont, parfois sur le calcul d'enveloppe. Donc ça c'est intéressant aussi pour l'agence immobilière parce qu'elle envoie le client chez le courtier pour bien affiner son budget, ou alors à partir du moment où le client a signé son sous-seing ou son compromis de vente, ça dépend les régions, là le courtier va pouvoir aider à faciliter, déjà à rassurer tout le monde en disant moi à mon petit niveau je trouve que c'est faisable, et ensuite faire accélérer le dossier et ne pas s'arrêter au premier refus, mais être capable d'être un peu plus opiniâtre pour aller chercher un accord dans une autre banque. Et puis, il va aussi être apporteur d'affaires tantôt aussi pour l'agence immobilière, puisqu'il va pouvoir détecter aussi des gens qui cherchent des biens et donc orienter des acquéreurs, ou alors des gens qui veulent vendre un bien pour en acheter un autre et orienter aussi des mandats. Donc c'est vrai que, notamment au vestiaire, pour le moment, on n'a pas de courtier. Tu vois, mais j'aime bien aussi ton raisonnement. Moi, par exemple, je pensais pas forcément que le courtier avait ce rôle un peu aussi, tu vois, stratégique. Au niveau de la chaîne de valeur, c'est pertinent aussi ce que tu dis. Je te propose de parler un petit peu du métier du secteur. D'accord ? On va faire en deux temps. On peut faire un premier temps plus macro sur l'immobilier. Aujourd'hui, c'est quand même, il semblerait que ça repart, mais bon, il faut se battre au quotidien. Et aussi avec les innovations que vous lancez sur la partie courtage. Qu'est-ce que tu perçois du haut de ta grande expérience? Maintenant, ça fait un petit moment que tu fais ça, comme évolution, comme changement, notamment concernant l'immobilier. Il y a un prérequis qui ne change pas, c'est que les Français aiment la pierre et ils ont envie d'acheter un bien. Moi, je suis un optimiste de nature, c'est-à-dire que quand l'économie va mal, je dis les gens ont envie d'acheter pour avoir un toit sur la tête, et puis quand l'économie va bien, les gens ont envie d'acheter pour se faire du patrimoine. Donc comme ça, ils ont toujours envie d'acheter, et puis moi, ça me rassure, ça améliore ma qualité de sommeil. Pour parler de la conjoncture immédiate, on est quand même dans un bon tempo, avec des taux qui sont passés de 4,80 à 3%, donc ça a amélioré quand même considérablement le pouvoir d'achat des emprunteurs. On a des vendeurs qui sont quand même toujours prêts à faire des remises, des ristournes, puisqu'il y a les prix affichés, il y a les prix négociés. On a une multitude d'acteurs bancaires qui aujourd'hui veulent distribuer du crédit. Donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus motivés à donner des accords de prêt. On a le retour du PTZ, donc le prêt à taux zéro pour la construction de maisons individuelles, c'est très important en province, notamment puisque le secteur de la construction de maisons individuelles était totalement à l'arrêt. Depuis le 1er avril, on peut commencer à
à revoir des dossiers de prêt à taux zéro. Il reste encore la promotion immobilière. Là, c'est toujours un peu problématique. On voit qu'on parle du LLI, location logement intermédiaire, qui pourrait être une nouvelle forme de défiscalisation avec une TVA à 10 et puis une exotaxe foncière de 15 à 20 ans pour ceux qui nous écoutent. Mais ça n'a pas l'impact psychologique de la baisse d'impôts. Donc, mais vraiment, quand même, on sent que tout est en train de redémarrer. Est-ce qu'il fallait l'arrêter il y a 2 ans? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, ça redémarre. Les grandes tendances de fond, je crois que les gens veulent veulent devenir propriétaires et ils ne veulent pas être propriétaires de l'usufruit du bien. On a parlé de plus en plus du BRS. C'est pas le succès qu'on pensait. Les gens, ils veulent être propriétaires de la tête aux pieds. Mais j'ai l'impression que c'est un peu parfois la volonté de nos politiques, que les Français ne soient plus propriétaires. Oui, parce que soi-disant, ça bloque la mobilité pour aller chercher du travail. Bon, s'il est de l'autre côté de la rue, il n'y a peut-être pas besoin de déménager. Mais on voit bien que quand l'immobilier est grippé, ça bloque aussi la mobilité professionnelle, puisque quelqu'un ne va pas saisir une opportunité professionnelle s'il y a un déménagement à faire, s'il ne peut pas trouver de logement. Donc je crois que, et puis les gens, s'ils ont envie d'être propriétaires, ils ont envie d'être propriétaires. Dans le monde tel qu'on le voit aujourd'hui, avec toutes ces incertitudes, c'est ce monde qui se referme. Je ne veux pas faire de géopolitique parce que je suis nul là-dedans. Oui, ça rassure. Mais ça rassure d'être propriétaire. Donc je pense que les politiques peuvent décider de certaines choses, mais le citoyen français qui est assez libre quand même peut en décider tout autre. Il y a eu ce phénomène aussi un peu de ruralisme, de ruralité avec la fin du Covid. Puis il y a un peu un retour aujourd'hui. Les gens qui reviennent, on le voit. Ouais, voilà, parce que c'était pas l'Eldorado. C'est pas l'Eldorado. Maintenant il y a la fibre partout, mais enfin quand même, ça suffit pas. Voilà. Mais sur les grandes tendances de fond, je dirais que il y a rien qui change. Les Français veulent être propriétaires de leur chez-soi s'ils peuvent. Et tu parlais des promoteurs. Les promoteurs, est-ce que tu perçois toi aussi peut-être des manières de construire, des habitats qui vont évoluer quelle est ta réflexion là-dessus? Je pense que, à mon avis, il y a un stock de projets pour l'instant qui ont été payés, financés, mais qui ne sont pas sortis de terre. Donc je pense qu'il y a déjà ce stock de projets qui sera à sortir avant de repenser l'habitat du futur. Il y a eu des possibilités. J'ai vu de logements où on pouvait bouger les cloisons, puisque finalement la chambre à coucher, on n'a pas besoin de 10 mètres carrés si on n'y est pas, donc on pouvait agrandir le salon, etc. J'ai pas l'impression que ça a été l'essor qu'on aurait voulu. Les constructions en bois, on voit quelques écoquartiers. Voilà, il y a sûrement des choses qui sont un peu plus sur le thermique, mais on voit quand même que les gens veulent être propriétaires d'une maison, si possible, avec un bout de jardin, et éviter de se parquer dans des immeubles. S'ils peuvent, c'est ce qu'ils font. Mais ça, est-ce que ça va être compatible avec notamment la loi ZAN? C'est compliqué tout ça. Si tout le monde veut son petit bout de jardin. La ZAN, elle risque de faire comme la ZFE, elle risque de faire pchit. Tu penses, toi, que il n'y aura pas d'application concrète de cette réglementation au final? Je crois que là, c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez verticale. Ça part d'en haut et quand ça arrive en bas, c'est incompatible avec les territoires. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup de choses, on a vu, où c'était le principe de réalité qui faisait loi. Qu'il y ait une meilleure conscience écologique dans la construction, les déplacements, etc. Tout le monde est pour et tout le monde est favorable. C'est plutôt une évidence, tout le monde la partage. Voilà. Mais je crois que nous avons, la France, il y a un seul baromètre sur l'immobilier, c'est la démographie. C'est le nombre d'habitants. Moi, je suis désolé, je suis un peu primaire comme garçon, mais plus il y a d'habitants, plus il faut de logements. Surtout qu'on a vu que le nombre d'habitants par logement avait diminué, puisque les familles sont éclatées. Donc,
plus il y a de personnes, plus il faut de logements. Et les logements il y a beaucoup de logements qui sont vides, dans des endroits où les gens n'habitent plus. Donc, il faut, soit on supprime les villages qui sont vides pour construire, ou voilà, il faut rester un peu réaliste. Il y a peut-être suffisamment de logements en France pour tous les gens qui y habitent, mais ils ne sont pas au bon endroit. Donc, soit on pousse les gens à aller dans les logements existants, mais à trifouiller les oies, soit, désolé, j'ai pas de langue de bois, soit on construit des logements là où ils habitent, là où il y a du travail, là où il y a de l'emploi, tout simplement. Non, mais je partage ce que tu dis. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est, par exemple, dans les zones qui sont ultra densifiées, par exemple ici, en région parisienne, les zones où tu vas avoir du transport en commun, du métro, par exemple, qui arrive, on n'accepte pas, en fait, de densifier, même aussi notamment de faire des logements qui sont beaucoup plus hauts. Nous, on côtoie des promoteurs par rapport à ça, et tu t'aperçois que parfois le maire ou ceux qui s'occupent notamment de la partie, ceux qui sont sur le côté urbanisme, refusent justement d'avoir des immeubles à étage élevé. C'est quand même un non-sens quand on voit par rapport à ça. Il y a la volonté aussi pour les maires de ne pas créer les futurs ghettos que nous avons aujourd'hui et qui ont été construits dans les années 60. Oui. Donc, c'est vrai aussi. Il faut essayer de trouver le juste milieu, ce qui n'est pas simple. On l'a vu, nous, on a fait un petit déjeuner sur la surélévation avec un notaire, Benjamin Dubos, que je salue. C'est vrai que parfois, il y a ce qu'on pourrait faire et finalement, on se heurte de manière très brutale à la réalité et mettre d'accord aussi les gens sur ces sujets. Même, je crois que les écolos ne sont pas d'accord entre eux là-dessus, sur la manière dont il faudrait faire étalement urbain ou pas, surélévation ou pas. En fait, ça dépend aussi de la place du politique, c'est-à-dire que le maire, il est élu par des citoyens, il est au service de ses citoyens et il fait ce que les citoyens demandent. C'est pas le maître d'école qui décide pour tout le monde ce qui est bien ou pas bien. Je crois que ça devrait se faire à plusieurs niveaux dans notre classe politique dirigeante. Et c'est pour ça qu'il faut remettre au cœur de tout ça ce que veut le citoyen. Voilà. Après, je pense que voilà, les grandes tours sur 20 étages, peut-être pas 20. Peut-être pas 20, mais des petits collectifs de 20-30 appartements sur 3-4 niveaux sur des zones, là c'est intéressant. C'est intéressant, mais peut-être qu'il ne faut pas une concentration c'est un peu le problème, d'une concentration de 10 tours de 50 étages sur un Oui, alors je n'allais pas forcément sur 50 étages, mais bon, si on regarde Paris, Intramuros et Première Couronne, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Le métro à 5 minutes. C'est le critère numéro 1 et je sais très bien de quoi je parle. C'est vrai que parfois, je suis un peu surpris de ça. Bon, mais ton avis m'intéressait aussi beaucoup. Si on va maintenant sur le métier de courtier, d'accord, si on essaie un peu d'avoir une projection, allez, on va partir, on va dire qu'on est en 2050. Voilà, donc on essaie d'avoir une prospective un peu là-dessus. On ne sait peut-être pas ce qui va se passer dans 2-3 ans, mais bon, essayons d'anticiper là-dessus. En 2050... Selon toi, le métier de courtier, il ressemble à quoi ? Bon, déjà, le métier de courtier, il a beaucoup évolué par rapport à son origine. Son origine, c'est qu'on était assez balkanisé, on n'existait pas ou peu, on était des apporteurs d'affaires. Et aujourd'hui, on est intégré à la stratégie de conquête des banques. Certaines banques disent qu'on apporte 50% des dossiers de crédit immobilier, peut-être même 80-90%. Des nouveaux clients, donc pour nous, on est devenu un maillon indispensable de la chaîne. Il y a plusieurs évolutions possibles. Une des premières évolutions possibles, c'est de devenir vraiment un agent bancaire indépendant. On voit que certaines enseignes bancaires ont une chute de plus de 90% de la fréquentation de leurs agences. D'accord. Et là où sur un territoire, il y avait 10 agences bancaires, il y a peut-être plus de raison d'en garder qu'une. Mais il faudra conserver la proximité, peut-être pour des opérations, peut-être d'épargne, pourquoi pas, de souscription de moyens d'IARD, ouverture de compte, vérification d'identité. Donc,
on peut imaginer que le courtier devienne une espèce d'agent bancaire indépendant, multi-enseigne, et qui puisse faire différentes opérations pour le compte des banques. Puisqu'après tout, nous sommes courtiers en opérations de banque et services de paiement. Donc c'est assez large finalement. Bien sûr. Bien sûr, avec des flux interconnectés avec les banques, c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, nos logiciels métiers sont de plus en plus connectés avec ceux des banques et nous télétransmettons des dossiers directement aux banques. Mais demain matin, on peut tout à fait avoir... Alors demain matin, c'est 2050, mais on peut avoir un courtier qui ouvre pour le compte d'une banque finalement un compte courant, qui fait souscrire la carte bancaire. Le client reçoit sa carte bancaire chez lui. D'ailleurs, est-ce qu'il aura une carte bancaire maintenant avec son téléphone portable? Bref, donc il y a comme il y a finalement une dématérialisation de l'argent, bien sûr. Les espèces, ils parlent de les faire disparaître. Là, c'était ce qu'on entendait il y a une semaine, mais je crois que ça va pas se faire quand même. Mais les cartes bancaires sont en train de se dématérialiser, tout se dématérialise. Donc la relation bancaire, elle se dématérialise. Est-ce que le courtier peut pas être une espèce de... ça va pas plaire à mes confrères qu'on se compare à ça, mais vous avez 5 banques qui ont monté un consortium pour partager les DAB, de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin chacune d'avoir un DAB à un endroit, elles se le partagent. Peut-être que le courtage, ça sera un peu aussi un moyen de créer... parce que les courtiers renforcent leur maillage territorial et les banquiers défont leur maillage territorial. Donc il y a vraiment un mouvement de fond. Et je ne sais pas où ça va nous amener. Voilà. Nous avons aussi une pyramide des âges qui fait qu'en 2050, malheureusement, mais beaucoup de papy boomers qui ne sont pas une génération digitale, ou pas tous en tout cas, ne sera plus de ce monde. Et nous aurons des gens, en 2050, tout le monde saura utiliser, je pense, un smartphone pour faire toutes les opérations de la vie courante. Donc c'est là qu'il va y avoir vraiment un vrai changement. Qui va en agence bancaire pour faire un virement aujourd'hui? Plus personne, à part une personne de plus de 80 ans. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de se passer, et c'est le mouvement de fond. Donc est-ce que la relation avec les banques sera B2B2C? On sera des agents, on sera l'interface visible des banques et puis elles nous fourniront en produits, ou est-ce qu'elles conserveront un lien direct avec les clients? Il y a plusieurs évolutions possibles. En tout cas, en termes de crédit immobilier, on peut tout à fait imaginer un développement aussi comme il y a chez les courtiers aux États-Unis, où c'est carrément les courtiers qui font l'édition des offres de prêt. D'accord. On peut aller vers l'inclusion beaucoup plus forte. Je crois que beaucoup de courtiers ne demandent que ça d'ailleurs, pour des soucis de rapidité. On aimerait pouvoir saisir presque un dossier de crédit directement dans l'interface de la banque, puisque maintenant ce sont souvent des algorithmes qui donnent les accords, et pour pouvoir avoir un accord très rapidement. Nous, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait pouvoir interroger directement Crédit Logement ou la SACEF. Et on en a les compétences pour, puisqu'on est inscrit à l'ORIAS, on est dans des associations professionnelles agréées, on a des formations continues, on a une formation de base pour devenir courtier. Donc l'objectif, c'est d'aller plus vite dans la réalisation des opérations de crédit. Alors justement, on a évoqué un peu les évolutions. Souvent, quand même, le métier de courtier, parfois des gens se demandent aussi l'utilité, même s'il y en a une, bien évidemment. Sinon, mais bon, on a dit que c'était aussi un peu pour combler le vide, mais il y a une vraie utilité là-dessus. J'aimerais que tu puisses nous expliquer quels sont les éléments qu'on ne soupçonne pas sur notamment le métier de courtier dans ses actions au quotidien. Alors, c'est vrai que quand j'ai démarré ce métier-là en 2003, quand les gens rentraient dans mon bureau, je laissais le pied contre la porte pour pas qu'ils s'échappent, parce que je leur disais que j'étais courtier. Et il y avait eu quelques années avant la faillite de la Barings avec un courtier à Hong Kong. Bon. Qu'est-ce qu'on est? On est un comparateur. Donc, tout le monde veut faire une comparaison. Et nous, on a des taux qui sont négociés directement avec les directions commerciales des banques.
Un particulier, lui, quand il va voir une banque, il va s'adresser vraiment à l'agence bancaire qui a des taux. Il faut qu'elle bataille pour avoir des taux un peu mieux. Nous, on a tout de suite des taux qui vont être les taux cherchés pour soit retenir, soit acquérir de nouveaux clients. Je ne sais pas si, quand vous allez vous voulez discuter avec votre opérateur mobile, si vous lui dites que vous voulez résilier, vous avez un service qui vous propose beaucoup plus de choses que si vous allez au service client classique. Bien sûr. Avoir un crédit en France, c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Les banques ont complexifié les produits, les analyses. Il y a aussi chez le courtier une disponibilité. Souvent, j'ai des clients, ils me disent « Mais quelle est votre différence avec une banque ?» Je leur dis « Vous m'avez appelé hier à 19h, je vous ai répondu. Aujourd'hui, il est 19h, on est dans mon bureau, je continue de répondre à vos questions. » Il me dit « Oui, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'il y a dans la banque. » Donc, économie, pouvoir d'achat, disponibilité, gain de temps, conseil et objectivité dans la recherche du produit bancaire qui sera le plus intéressant pour le client. L'objectivité d'ailleurs, puisque de plus en plus ce sont les clients qui nous rémunèrent directement et non les banques. On a aussi la possibilité de proposer une délégation d'assurance au client, donc lui faire aussi une économie supplémentaire. On n'a pas chiffré, il faudrait qu'on le fasse dans le cadre de la fédération, mais le gain moyen d'un courtier par rapport à une proposition bancaire, mais moi il m'est arrivé de faire économiser plus de 30 ou 40 000 euros sur un dossier de crédit à des clients, c'est-à-dire 100 euros par mois pour un prêt sur 25 ans, c'est pas rien. Neutre, bien sûr. Et on n'est payé qu'au résultat. Qu'à la transformation. Comme je dis, chez nous, c'est satisfait ou pas payé. Mais ça, c'est le cas de la grande majorité de ce qui se fait dans le courtage. Vraiment à la transformation, la manière dont les collaborateurs ou les courtiers sont rémunérés. Alors, c'est la loi. C'est la loi. C'est l'article L519-6 du Code monétaire et financier qui dit qu'aucune somme d'argent ne peut être exigée à un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. Comme ça, tu as ta petite mention légale, c'est bien, à part les crédits. Tout simplement parce que on est dans une démarche de protection du consommateur et donc jusqu'au dernier moment on peut avoir alors c'est pas une incitation que je demande au consommateur, je demande de jouer le jeu, mais le consommateur jusqu'au dernier moment peut décider de ne pas faire affaire avec nous. Il pourrait pourquoi pas avoir deux offres de prêt, une en direct, une avec nous, ne pas renvoyer la nôtre. Donc la protection du consommateur elle est très très forte. On n'a pas ça chez les avocats, les architectes. Il y a beaucoup de métiers, même si ça ne marche pas, il faut quand même payer. Voilà, chez nous, vraiment, c'est au résultat. Donc c'est vraiment une sécurité pour le client. Alors, il est apparu une nouvelle possibilité aujourd'hui qui est le mandat de conseil qui permet de s'attacher les services d'un courtier uniquement pour avoir une étude objective du marché avec un rapport en disant, voilà, monsieur, moi je pense que c'est cette banque-là qui est la mieux placée. Et après, contacter directement la banque, débrouillez-vous. Moi, ce que j'aime, c'est l'intermédiation. C'est mettre en relation, prendre le dossier, l'analyser, mettre en relation avec la banque et ensuite suivre jusqu'à son parfait déblocage. C'est vraiment le job du courtier pour moi. Et est-ce que tu dirais que dès qu'on a pour projet de faire un emprunt bancaire, solliciter un courtier, c'est une bonne pratique auquel il faut avoir, qu'il faut avoir en tête? Je crois qu'il faut même plus se poser la question aujourd'hui, puisque quand j'ai commencé ce métier, 5% des gens passaient par un courtier. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié des gens. Donc le consommateur nous plébiscite, les gens y reviennent. Donc je dirais que la réponse, elle est par le consommateur, elle est donnée par le consommateur. En tout cas, avec ce garde-fou du fait qu'on n'a pas besoin de payer le courtier si on n'a pas fait affaire avec lui, c'est intéressant dès le départ de le consulter, ne serait-ce que pour avoir un calcul d'enveloppe. Si vous allez voir votre banque, par exemple, il y a une banque, je ne vais pas donner le nom de banque, mais il y a une banque, si vous n'apportez pas les frais de notaire, c'est mort, ils ne vous prêteront pas. Donc déjà, vous allez voir votre banque, pas de bol, vous n'avez pas l'apport, ils vous disent, vous ne pourrez pas devenir propriétaire. Bon, déjà, le courtier vous dire, votre banque, c'est mort, mais on va en trouver une autre. Donc ça, déjà, on vous ouvre plus d'opportunités. Bien sûr. Après, on va vous dire, oui, c'est votre banque vous prête à 4,60, mais nous, on a une banque qui est capable de vous prêter à 3,90. Bon, c'est pas les taux actuels, ils sont plus bas. Mais le fait d'avoir ces 0,70 d'écart,
ça va peut-être générer 150 euros de moins de mensualité, et ça va permettre d'augmenter 10, 15, 20 000 euros, c'est-à-dire une pièce de plus. Ah, bien sûr. Donc le courtier va vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités en ayant tout de suite à aller chercher la proposition qui sera la mieux. Et donc, pour quelqu'un qui veut acheter, s'il peut avoir plus grand pour le même prix, je vais vous dire, dans 100% des cas, ça marche, ils sont d'accord. Et puis après, on a le courtier pompier aussi, hein, c'est-à-dire que là, il y a eu 2-3 refus, le client s'est fait bananer, et, parfois il y a été tout seul, ou il a été accompagné par un confrère qui n'a pas fait le job, hein, ça peut arriver aussi. Et là, à ce moment-là, on peut sauver des dossiers aussi. Parce qu'on a un entre-gens, on connaît des banquiers, on va aller voir un banquier qui travaille vite, qui est conscient de l'urgence et qui voit l'opportunité aussi d'aller récupérer rapidement une affaire qu'un autre n'a pas voulu faire parce que lui, il la trouvait bien. Est-ce qu'il y a un moment où tout a failli foirer et qui aujourd'hui te fait rigoler quand tu fais un petit retour en arrière, pro, perso, enfin, quelque chose qui te vient en tête? Me faire rigoler, je pense pas. Évidemment, on a connu de grosses crises quand on est monté en 2003. Et il y a eu notamment la crise des subprimes. Et puis en 2008, ça a été beaucoup plus violent qu'en 2022-2023, puisque tout s'est arrêté du jour au lendemain. À l'époque, on faisait 35 deals par mois, on est tombé à 3. Ah ouais, donc au début, le téléphone il sonne plus, tu regardes s'il est mal raccroché, puis après tu regardes si c'est pas Orange qui te l'a coupé. Et j'en dormais pas parce que j'avais ma trésorerie qui fondait, et puis je vais voir mon banquier préféré, puis je lui dis écoute, je suis désolé, j'ai un peu de découvert, là je sais pas comment faire. Oh, il m'a dit mais de toute façon ce qui se passe n'est pas normal, et puis toi tu vaux beaucoup plus vivant que mort, donc continue à faire tes dossiers de crédit, puis tu me rembourseras plus tard. Voilà, comme quoi, c'est une phrase qui m'a plu. Pour un banquier, il trouve qu'on vaut beaucoup plus vivant que mort, donc ça c'est intéressant. Contrairement à l'assureur. Ouais, bien sûr. Mais tu dirais que la crise 2008 a été beaucoup plus quand même forte. Beaucoup plus forte en intensité, mais beaucoup plus courte en durée. Avec vraiment un rebond, c'était vraiment une crise en V. Et là, on a eu une crise en U. J'espère qu'elle n'est pas en W d'ailleurs, mais j'y crois pas trop, puisque il y a eu une volonté aussi des pouvoirs publics, avec la faillite de Lehman Brothers, ça a créé une crise de confiance sur le marché bancaire. C'était les banques qui étaient en danger. C'était pas le secteur de l'immobilier, comme là, c'était vraiment les banques. Il a fallu sauver les banques une par une, mettre en place des systèmes de soutien européens qui se sont arrêtés d'ailleurs assez tard. Et ça a donné ensuite lieu à des mesures de soutien assez fortes à l'économie, avec le retour de la loi Sellier à l'époque, qui est ensuite devenue la loi Pinel. Donc ça a permis de soutenir le secteur de l'économie. Et la crise de 2022... nous avons pris 0,20-0,30% de hausse de taux par mois pendant 18 mois pour ramener les taux de 0,7 à 4,70. Et tout ça en 18 mois. Donc ça a créé aussi chez les banques, elles ont été tétanisées en disant mais je ne vais pas faire une proposition au mois de mars s'il faut que je prête cet argent au mois de mai et que les taux ont pris 0,8 entre-temps. Donc elles ont préféré tout un petit peu geler leur soutien aux particuliers dans l'immobilier, sauf certaines comme le Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui a vraiment soutenu la filière, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Et ce n'est que quand il y a eu cette accalmie sur les taux que nous avons vu réapparaître toutes les banques. Parce qu'elles se sont dit, pour le coup, là, c'est intéressant d'en faire, parce que vu le niveau des taux, c'est intéressant de faire du crédit. Et on a vu à ce moment-là que les taux ont commencé à baisser, parce que l'OAT 10 ans, qui est un indicateur de référence, mais pas que, était plus haut il y a 2 mois, à 3,50, qu'au plus fort de la crise. Et pourtant, les taux étaient 1,50 moins chers il y a 2 mois. Donc vraiment, plus de banques, plus de fluidité sur le marché. Alors tu sais, nous, on a toute une analogie autour du vestiaire, par rapport au vestiaire de sport notamment.
Ça peut être un vestiaire aussi, bien sûr, pour s'habiller. Hein. On a de la mixité aussi dans le club. Alors, j'aimerais savoir, tu vas me dire si tu as la réponse. Dans ton vestiaire idéal, un vestiaire de sport par exemple, c'est avec qui que tu aimerais discuter de stratégie, discuter de ce que tu fais pour en fait t'aider à continuer à poursuivre dans ces nombreuses activités. Tu parles de sportif ou Ça peut être un sportif, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un capitaine d'industrie, quelqu'un que si tu pouvais le solliciter là, ça serait qui? J'aurais pas de nom particulier, mais j'aimerais discuter avec les majors de la promotion immobilière parce Oui. que j'aimerais savoir eux comment ils voient les choses. Je pense que c'est important. Et puis, je pense que j'aimerais discuter aussi avec des banquiers principaux de français pour voir aussi quelle est leur vision de la relation avec le courtage. Est-ce qu'ils voient vraiment que c'est pas aujourd'hui un mal nécessaire comme certains le voient ou un phénomène passager. Voilà. Après, on a aussi quelques fondateurs de start-up qui peuvent avoir des visions intéressantes. Pourquoi pas aussi le patron de la partie financière de Google aussi, puisque ce sont des gens qui ont une vision assez ouverte de ce qu'ils envisagent de faire. Parce que je pense que aujourd'hui l'entrepreneur, et on voit les chefs d'entreprise, et il y a des sondages qui ont montré que les Français ont plus confiance envers l'entreprise et les entrepreneurs qu'entre leurs hommes politiques, hommes et femmes politiques d'ailleurs. Donc voilà un petit peu mon vestiaire idéal, mais j'ai pas de nom à te donner. Après, ça pourrait être intéressant de discuter avec Antoine Dupont ou le. Bien sûr. Tout à fait, des sportifs très forts. Bien sûr. Léon Marchand. Exactement. Ah, ça, on verra, ça sera des profils, on verra si on peut les atteindre, mais je pense qu'il va falloir déjà qu'on roule pas mal notre boss un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais fait selon toi si tu t'étais pas lancé dans le courtage ou l'immobilier ? Alors, je ne sais pas si... je pense que si je ne m'étais pas lancé dans le courtage, je me serais lancé plus dans l'immobilier. D'accord. Ok. Donc, puisque j'aime bien les activités aussi d'achat de biens, valorisation et revente. Oui. Certains appellent ça marchand de biens, mais c'est un petit peu olé olé. Et puis, je pense que j'aurais aimé aussi l'hôtellerie, tout ça. Mais c'est vrai que je suis très attaché à la pierre et à l'immobilier en général. Donc, je ne serais pas lancé dans l'industrie, je ne me serais pas lancé dans plus que ça dans une... Finalement, c'est difficile parce que quand on est chef d'entreprise comme moi depuis quelques années, j'ai toujours fait que ça, on se dit, après 22 ans, parce qu'il faut bien faire son introspective, ouais. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas dans quoi on est bon. Finalement, on est bon dans rien, on est un peu bon dans tout, on est nul partout. On n'a pas un domaine de prédilection, si ce n'est... alors après, on va me dire, mais oui, tu sais faire des tas de choses, créer une équipe, etc. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est une boîte que j'ai construite strate par strate, donc j'ai un peu fait tous les postes. Et voilà, c'est... Qu'est-ce que je ferai demain ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, moi, ça m'intéresse de continuer à développer mon réseau de courtage en recrutant toujours plus de personnes sur plein de formats différents. Et je veux voir ce changement qui va nous atteindre dans les 2-3 prochaines années avec les flux, les interconnexions avec les banques. Ça, pour moi, je pense qu'à fin 2026, chez les courtiers, 90% des banques seront connectées avec les courtiers par flux. Et de toute façon, ça sera plus que 90%, puisque les 10% qui ne l'auront pas fait seront complètement balkanisés et ne seront plus dans le scope. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que c'est l'avènement d'une nouvelle ère. C'est la reconnaissance ultime, qu'une banque vous ouvre son système informatique. Il y a plein de comparaisons à faire. Donc, voilà, ça, je veux le voir. Et puis, on verra. Moi, je suis un homme d'opportunité, donc
je me saisirai des opportunités. Tu es curieux, tu regardes un peu ce qui se fait. Je pense que aujourd'hui, je développerai beaucoup les activités autour des économies d'énergie, notamment le photovoltaïque, la batterie, etc. Voilà, puisque j'ai des activités familiales où on a pas mal de bâtiments avec beaucoup de photovoltaïque, donc on s'est pas mal intéressé à ça. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire. Mais moi, j'aime quand écologie rime avec économie. Voilà. Oui. Photovoltaïque, il y a beaucoup de sujets aussi de recyclage. Mais bon, ça va être un vrai problème, je pense. Bon, c'est pas le sujet du... Je parle même sur les éoliennes, c'est un peu la même chose aussi. Mais justement, derrière ce recyclage, est-ce qu'il n'y aura pas des opportunités ? Je pense qu'il y aura bien évidemment des opportunités pour les gens aussi qui ont, je pense, une intelligence aussi pratique. Hein. Ça, c'est, je pense, que très, très intéressant. Mais le sujet de l'énergie, aujourd'hui, tout ce qu'on consomme a un rapport, bien évidemment, par rapport à tout ça. Et les énergies renouvelables, c'est quand même intermittent. Ça porte bien son nom. Si on n'avait que ça, je pense l'Allemagne. Exactement. Regardons ce qui se passe un peu là-dessus. Et tu as raison aussi. Mais il y aura des opportunités là-dessus. On arrive à la fin de notre échange. Très nourri. Je te remercie aussi pour les réponses. Alors, je vais te poser 2 dernières questions. Tu vas me donner un peu ton avis aussi là-dessus. Déjà, tout à l'heure, on évoquait un peu notamment les décideurs, tu vois, qui ont un vrai impact sur l'immobilier. Même si le secteur, selon toi, est en train de repartir, on verra, ça met du temps aussi à se retourner dans le mauvais ou dans le bon sens. Qu'est-ce que ça serait, selon toi, les 3 mesures que tu prendrais si tu devais relancer durablement le secteur de l'immobilier en France ? Là, si tu avais les pouvoirs, là tu as les cartes en main. Moi, il faut je parle sans langue de bois. Hein. Mm-hmm. Je suis extrêmement libéral comme garçon. Oui. Et c'est les empilements de normes qui sont catastrophiques. Donc les normes. Tu réduirais les normes. Et je les supprimerai toutes. Ah oui, carrément. Et après, je remettrai que celles qui sont nécessaires. D'accord. Et qu'est-ce que tu enlèverais comme norme, par exemple ? Est-ce qu'il faut systématiquement dévier un bâtiment ou le supprimer parce que c'est un couloir de chauve-souris ? Je n'en sais rien. Mm-hmm. Moi, ça me fait peur, les chauves-souris. Bon. Donc, il y a ça qui est important. Je pense que tant que l'État n'a pas les moyens de gérer elle-même sa politique de l'offre immobilière, il faut qu'elle remette en place un programme incitatif pour que des investisseurs particuliers, privés, remplissent le rôle de l'État pour investir dans la pierre. Donc remettre pourquoi pas une loi de défiscalisation qui porte son nom. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Moi, j'ai suivi ça depuis de nombreuses années. Les particuliers sont appelés à la rescousse de la construction de logements en France parce que l'État n'a plus les moyens de le faire. Donc maintenant, il faut arrêter aussi de se cacher derrière le petit doigt en ayant bloqué tout ce marché de l'immobilier. Alors, il y a eu des abus chez les promoteurs, il y a eu tout ce que tu veux, etc. Et je pense que pour le coup, tout ce qui est à construire mieux, construire plus durable, construire en qualité, renforcer quand même la qualité de l'isolation. Bien sûr, on ne va pas construire aujourd'hui des passoires énergétiques. Voilà. Et puis, enfin, je pense qu'il faut vraiment des politiques d'impact quand on veut faire des lancements comme les passoires thermiques, les suppressions de location pour les classes F ou G. Il faut d'abord faire une politique d'impact en disant qu'est-ce que ça va représenter, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va enlever comme logement. Donc pour moi, c'est vraiment suppression de normes. Quand on en remet une nouvelle, on fait d'abord un impact, on calcule son impact, et puis après, rapporter de l'efficacité à un dispositif pour inciter des gens à investir dans la pierre. Si ces dispositifs ont du succès, c'est que les gens ont envie de le faire. Vous savez, là, on parle beaucoup de dire il faut augmenter l'impôt sur les plus riches, ceci, cela. Mais la France est un pays qui prélève déjà beaucoup. Donc, quand vous avez des opportunités de récupérer, il faut récupérer, puisque sinon, comme ça, vous arrivez à un équilibre à peu près que ce que font les autres pays. Exactement. Alors, petite question un peu sur l'aspect investissement. Si tu avais 1 million
dispo. Là, tout de suite. Tu l'investirais comment? 1 million dispo, une bouteille de Pétrus, c'est 5 000 €. Non, je peux pas. Ça fait beaucoup Ça de en bouteilles, fait 200. mais bon. 1 million d'euros, bah déjà, moi personnellement, j'investirais dans l'immobilier. Je préférais de l'immobilier commercial, de l'entrepôt. D'accord. J'utiliserais ce 1 million non pas pour le payer cash, mais plutôt pour acheter quelque chose de plus gros. Ça me ferait un apport pour utiliser le levier, parce que l'immobilier, enfin, pour parler plus généralement, mais c'est quand même le seul investissement que tu peux faire à crédit. Quand tu investis 1 million d'euros dans une assurance vie, tu mets 1 million d'euros dans une assurance vie. Quand tu investis dans l'immobilier, que tu empruntes 2 millions, que tu investis 1 million, ton patrimoine c'est 3 millions brut, et tous les mois tu deviens un petit peu plus riche. Et en plus, tu as une assurance décès invalidité qui te permet de protéger ta famille en cas de sinistre, et tes enfants, ils ont vraiment 3 millions. Donc voilà l'amoureux de la pierre. Voilà, et puis même l'immobilier permet d'avoir un capital de 1 million dans 20 ans en partant de zéro, ce qui n'est pas le cas d'une assurance vie où il faut vraiment mettre de l'argent. Donc j'investirais dans l'immobilier commercial, dans une ville moyenne, plutôt sur des rendements autour de 8, 9, 10%, ça se trouve aujourd'hui, avec un locataire avec une bonne signature. Ou alors tu prends complètement le pas d'aller sur du logement très social avec tout le dispositif d'ANA, de l'ANA, les bails solidaires garantis par l'État, etc., etc. Il y a aussi ces sujets-là, j'ai un peu moins étudié la question, et puis c'est soumis beaucoup à l'État et faire des tas de dossiers compliqués. Chaque invité, parce qu'on a envie aussi d'avoir bien évidemment leurs conseils. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder? Je voudrais parler rapidement de cette fédération Bien sûr. du courtage qui a été montée. J'en suis à l'initiative j'en suis pas à l'initiative primaire, mais j'ai rejoint un mouvement d'entrepreneurs dans le courtage, dont il y a la présidente Marie Pierrat, il y a Bruno Rouleau qui est assez connu. Dans notre milieu, plein de collègues et confrères. Et l'objectif était justement de créer autour de cette fédération les moyens de s'exprimer et de mieux faire défendre les intérêts de toute notre profession auprès des pouvoirs publics, des banquiers, des consommateurs. Tu me parlais de l'utilité du courtier. Il faut rappeler aux consommateurs qu'on est vraiment des alliés du pouvoir d'achat parce qu'on va leur faire économiser de l'argent. Il faut rappeler aux banquiers qu'on est une formidable force commerciale externalisée qui va permettre d'aller faire de la conquête de clients, d'ouvrir le clapet, le refermer. Et puis les pouvoirs publics, leur expliquer qu'aussi on est cet acteur un peu qui va permettre de faciliter pour les particuliers l'acquisition d'un bien immobilier, le fait de devenir propriétaire. Donc cette fédération, elle est lancée depuis quelques mois et on recrute tout un tas de confrères, tous ceux qui veulent bien sûr, à la fédération des courtiers en crédit. Mais il faudrait qu'on fasse un événement avec justement le vestiaire immobilier. Parce que nous, on fait des événements réguliers, on pourrait aussi en profiter pour parler de ce que vous faites. Je vais leur suggérer, moi j'ai pas de rôle opérationnel, mais je leur suggérerai avec plaisir. On lance une bouteille à la mer là-dessus et on parlait tout à l'heure aussi du fait de rencontrer aussi les acteurs. Je pense que c'est un peu aussi le rôle de cette fédération. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis les autres fédérations. Oui, la bien fédération sûr. du bâtiment, la fédération des banques, il y a plein de fédérations. On pourrait même discuter avec les notaires, parce que c'est un acteur important de notre secteur d'activité, bien entendu, qui lui aussi le notariat se pose pas mal de questions. Et donc il y a beaucoup il faut pouvoir recruter des instances et pour ça il faut en être une. Donc c'est le rôle de la fédération des courtiers en crédit et c'est d'apporter une parole consensuelle, positive et volontariste pour tous ces métiers du financement. Où est-ce qu'on peut retrouver pour avoir des informations sur tes nombreuses activités? J'ai mon site Ashler & Manson, ashler-manson.com, et puis mon profil LinkedIn pour ceux qui le consultent avec plaisir.
Et puis, je reste assez facilement joignable d'ailleurs sur tous ces supports-là. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à toi, Julien. Pour cet échange, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt avec le vestiaire. Allez, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet